Bonsoir à tous, bonsoir Grain de Sable. Ce soir, vous allez écouter une histoire qui diffère des autres témoignages de placement abusif, car elle se termine bien. La maman que nous recevons aujourd'hui a subi la machine judiciaire et de l'aide sociale à l'enfance qui ont œuvré pour placer illégalement ses deux enfants. Elle a eu le même courage et la même pugnacité que les autres mamans qui, elles, n'ont pas pu récupérer leurs enfants ni empêcher le placement. Avec ce témoignage, peut-être des pistes pour comprendre pourquoi elle a réussi à déjouer le plan du placement. Afin de préserver sa famille, Virginie souhaite témoigner anonymement. Bonsoir Virginie, merci de nous faire confiance. Et comment vas-tu? Bonsoir et merci de m'avoir accueilli sur votre canal pour me permettre de témoigner et je vais très bien. Alors, est-ce que tu peux commencer par raconter ce que tu subissais au sein de ton couple et qui a été le déclencheur pour souhaiter une séparation avec le père de tes enfants? Oui, alors je me suis séparée du père de mes enfants en 2011. Au tout début de notre relation, tout allait bien. Enfin voilà, il y avait une relation normale. Et puis on a eu deux enfants. Et là, j'ai vu progressivement l'attitude de mon ex-conjoint, donc le père de mes enfants, changer. Euh, pour résumer, a posteriori, j'ai vu un ou même deux psychologues qui m'ont affirmé tous les deux que il avait un profil de manipulateur narcissique. Bon, bref, enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand il a fini par être violent physiquement après moi que j'ai décidé de partir avec mes deux enfants. Mais qu'est-ce que physiquement tu as subi de traumatisant qui t'a marqué? Alors physiquement, après plutôt les hauts et les bas et puis les attitudes qui visent à me perturber, enfin, et qui visent à pas savoir sur quel pied danser. Voilà, un jour c'est tout beau, et puis un autre jour on a des réflexions très qui touchent, qui cassent l'estime de soi. Bon, ça finit par être violent physiquement. Donc, qu'est-ce que c'était ces violences physiques? C'était un soir, il revenait de son travail qui s'était mal passé, enfin la journée s'était mal passée. Et j'étais avec une amie au téléphone, une amie que monsieur ne voulait pas que je côtoie. Euh, et donc il s'est énervé, il a changé enfin, pas, il n'a pas changé de visage, mais il est, c'est une métaphore. J'ai vu son regard changer, devenir très, très sombre. Et là, il a commencé à vouloir, ouais, comment dire, il a pas voulu utiliser un couteau, mais il a pris quand même un couteau. Et parce qu'il était énervé, donc il a planté entre ses doigts, et puis ensuite il a lâché, et puis il semblait comme s'il il luttait enfin, comme si il avait un doublement de personnalité, un dédoublement de personnalité. À un moment donné, il s'arrêtait, puis après il s'énervait, bon bref, donc je le regardais un peu interloqué, et puis jusqu'au moment où je me dégage de sa présence pour aller travailler, puis pour effectivement faire en sorte que le bruit cesse, enfin le bruit de lui qui était en colère, pour pas réveiller les enfants. Et j'avais du travail à faire, j'étais formatrice à l'époque, et tout d'un coup il vient vers moi en me disant, eh bien puisque c'est comme ça, tu l'auras ton coup de boule. Donc bon, j'ai pas compris, mais moi j'ai eu vraiment le temps d'essayer de comprendre ce qui se passait, puisque il m'a asséné un coup de tête, donc au niveau de l'arcade sourcilière. Là, je me suis levée, il m'a plaqué au sol, et donc je pouvais plus bouger, hein, parce qu'il avait des prises, en fait, il avait appris des prises auprès de la gendarmerie, parce qu'il était donc professeur et réserviste en gendarmerie, et donc je pouvais plus bouger, et il m'étranglait. Voilà, donc je me sentais partir, et puis jusqu'au moment où il s'est ravisé. Bon, il a eu peut-être une peur d'aller jusqu'au bout où il a pris conscience. Je ne sais pas, j'étais pas dans sa tête. Mais en tout cas, voilà les violences physiques que j'ai eues. Donc,
Voilà, j'ai vécu le syndrome de mort imminente, mais heureusement, je ne suis pas morte, hein, et puis ensuite, ça s'est enchaîné. Donc je suis partie, etc. Est-ce que tu le connaissais comme quelqu'un de violent? Est-ce que dans votre vie, est-ce que tu l'as déjà vu s'énerver physiquement contre des gens ou ça a été une découverte pour toi et que envers toi? Alors, ça a été une découverte, en fait, hein. Il cachait bien son jeu, parce que socialement, enfin en société, ou même quand je l'ai connu, euh, c'est quelqu'un de souriant, de très conforme aux codes sociaux, euh, voilà, même très serviable, voire peut-être un peu exagérément. Et donc, j'étais loin de me douter qu'il pouvait avoir des attitudes comme ça destructrices, en fait, que ce soit d'un point de vue des paroles ou d'un point de vue de stratégie psychologique qui vise à justement à déstabiliser la personne et puis de la détruire, en fait, hein. Le but, c'était ça. Bon, je passe les détails. Mais non, je l'ai jamais vu être violent avant ça. Alors, je connais pas sa vie en fait avant. Je sais qu'il a eu des. J'ai eu contact avec deux compagnes, dont la dernière qui m'a raconté aussi a posteriori quand j'ai été séparé. Donc j'ai pu recontacter son ancienne compagne qui m'a expliqué qu'effectivement ça s'était même très mal passé entre eux, hein. Ça était la raison de leur séparation. Mais comme ça, non, ça se voit pas du tout. Ça se voyait pas du tout. Je l'ai découvert après dans l'intimité quand, comme il me l'a dit, lorsque je suis partie, il m'a dit il aurait jamais pensé que j'allais partir avec deux enfants en bas âge. Donc il pensait que j'étais piégée. Et donc tu as porté plainte et tu as fait les démarches nécessaires. Oui, alors j'ai porté plainte, effectivement. La plainte pour violence n'a pas été traitée de suite au niveau pénal. C'est la particularité d'ailleurs que j'ai observée en ce qui me concerne et puis en ce qui concerne d'autres personnes que j'ai croisées sur mon chemin, au tribunal d'Annecy du moins, curieusement, l'affaire au pénal passe après l'affaire au civil. C'est-à-dire que c'est d'abord auprès de la juge aux affaires familiales que nous avons été convoqués en audience. Et ensuite, il y a eu le procès en correctionnel pour lui. Mais d'abord, la juge aux affaires familiales nous a convoqués et elle était d'ailleurs du côté du père, hein, apparemment. Elle avait un problème avec les mères, hein, cette dame, parce qu'elle était extrêmement agressive, voire à la limite de la correction. Elle a fait complètement fi du fait que j'aurais pu être en choc post-traumatique, ce que j'étais d'ailleurs, parce que voilà, j'étais encore, c'était pas loin de l'agression physique. Et donc elle a tenu elle défendait en fait le père qui par rapport à l'autorité parentale, donc elle a tenu à ce que donc le père de mes enfants conserve l'autorité parentale parce que bon, il jouait un petit peu. Enfin, à un moment donné, il lui a dit bon, puisque c'est comme ça, voilà, je suis pas un bon père, etc. Blabla. Tant pis, je renonce à l'autorité parentale, etc. Bon, moi là, je les regardais tous les deux, un peu surprise de leur discours, et puis donc elle défendait le père de mes enfants, et puis elle a statué, donc elle a décidé une garde classique, enfin une garde la plus large possible, même. Et s'il n'y a pas d'accord entre le père et la mère, eh bien, ça serait une garde classique, c'est-à-dire un week-end sur deux, la moitié des vacances, et le domicile chez la mère. Voilà, comme si rien ne s'était passé, en fait. Effectivement, lors de cette audience avec le juge des affaires familiales, le père est en plus venu sans avocat, me semble-t-il. Oui, tout à fait, exactement, oui, j'ai oublié de le dire. Il est venu sans avocat. Oui, la juge était son avocate, en fait, hein. La juge et l'avocate en même temps. Et avant cette audience, il y a eu aussi quelque chose d'étrange avec le commandant de gendarmerie, là où tu déposes plainte.
avec ton certificat qu'on te demande, dont on te demande la pièce originale, et lui, il bloque la procédure. Alors, en fait, ce qui s'est passé lorsque je suis allé à l'hôpital, donc au département de la médecine légale, le médecin a tenu à ce que je vois qu'il envoyait le certificat à la gendarmerie. C'était important en fait pour lui parce que j'ai compris pourquoi. J'ai appris par la suite que les dossiers n'étaient pas transmis, enfin déjà les certificats n'étaient pas pris en compte par la gendarmerie et que les dossiers pour violence en fait ne parvenaient pas dans les services, dans le service des suivis en psychologie de l'hôpital. C'est la psychologue que je suis allé voir 2 fois parce que bon, la deuxième fois apparemment elle se sentait pas vraiment concernée, elle avait oublié notre rendez-vous. Euh, donc, mais elle m'a quand même appris des choses, hein. Elle m'a appris que beaucoup de dossiers disparaissaient. En fait, il y a quelque chose, il y a une entrave régulière dans les cas de violence conjugale et de violence donc intrafamiliale, pour parler plus généralement. Donc, une fois le certificat envoyé à la gendarmerie, 2 ou 3 jours après, je reçois un appel téléphonique du commandant de gendarmerie. Et ce monsieur me demande de venir le voir pour déposer en main propre l'original de ce certificat médical. Or, il faut savoir que sans ce certificat, il n'y aurait eu aucune procédure au pénal. Voilà. Ce qui fait que j'ai envoyé à ce monsieur une photocopie du certificat en recommandé avec des explications, notamment de dire que je m'étonnais qu'il n'ait pas reçu ce certificat puisque j'avais vu moi-même euh, être envoyé donc par fax. Donc je ne sais pas ce qui s'était passé entre le fax de l'hôpital et le sien, mais a priori il aurait dû le recevoir. Bref. Donc en tout cas, la procédure au pénal a donc été déclenchée, contrairement à ce que ce monsieur euh, souhaitait, visiblement. Donc peut-être effectivement que les agissements au sein même de compagnies de gendarmerie, enfin de commissariat, avec des agissements comme ça, on comprend pourquoi les plaintes soit piétinent, soit n'aboutissent jamais. Ah oui. Effectivement, c'est très étrange. Ouais, ouais, bien sûr, soit n'aboutit jamais, sans compter que beaucoup de plaintes pour violences aggravées sur un mineur, parce que moi, c'était par rapport à moi, hein, sur les femmes, ou même sur mineurs, sont classées sans suite de toute manière, même si elles sont envoyées au procureur. Elles ont été classées sans suite. À l'époque, c'était la procureure qui s'est vantée dans le journal d'avoir bien terminé tous ces dossiers, bien géré tous ces dossiers pour laisser la place à sa suivante. Je m'étonne qu'elle soit aussi satisfaite dans la mesure où la mienne de plainte, parce que j'ai déposé ensuite une plainte plus tard, mais on y viendra après. En tout cas, la mienne, à cette époque-là, en tout cas, a été prise en compte, hein. Donc, il y a eu un procès au pénal ensuite, après l'audience donc devant la juge aux affaires familiales. Il y a eu un procès donc au pénal, et là, monsieur a été jugé cette fois-ci, oui. Par contre, ma plainte n'a pas été classée sans suite. Et donc quelques années après cette séparation, cette audience qui a statué sur un mode de garde un week-end sur deux, là par contre autre chose se passe, c'est que tes enfants t'appellent pendant ces week-ends chez leur père et te révèlent des violences. Et donc tu as effectué différentes démarches suite à ces remontées de tes enfants. Et les démarches que tu as effectuées, c'est là qu'il y a toutes les premières mesures éducatives qui t'ont été imposées. Donc tu peux nous expliquer un petit peu ce point de départ par rapport à ce que tes enfants révélaient? Oui, oui, bien sûr. Donc en 2011, on est séparés. En 2019, j'apprends par mes enfants et aussi l'enseignante de mon enfant le plus jeune qu'ils souffraient, enfin qu'ils ont dénoncé des violences physiques, psychologiques et physiques de la part de leur père. Donc moi, c'est pas que j'ai été surprise parce que
Et évidemment, quand il y a eu des violences enfin, sur moi, je me suis toujours convaincue que ça n'allait pas forcément se répéter sur les enfants, hein, comme les juges le répètent, notamment, hein, ils font la différence entre la mère et les violences commises sur la mère et d'éventuelles violences qui pourraient être commises aussi répétées sur les enfants. Bon, mais en l'occurrence, là, ça s'est répété. Voilà. Par conséquent, lorsque en août 2019, alors que mes enfants étaient chez leur père, puisqu'il y avait un jugement, donc je l'ai respecté, et on se doit de le respecter, eh bien, j'interviens chez leur père parce que mon fils aîné m'a appelé en urgence, enfin envoyé un message du moins, en me lançant un SOS, en me disant que ça se passait très mal et qu'il voulait que je vienne les chercher. Donc il s'était caché dans les toilettes pour ça, etc. Donc j'y vais. Et je dis à leur père, bon maintenant les enfants viennent avec moi, etc. Donc il n'a pas bronché, hein, mais il a été tout de suite porté plainte pour non-représentation d'enfants, ce qui n'était pas le cas, puisqu'ils ils étaient chez leur père et que j'étais allé les chercher. J'ai appris après par une gendarme enfin, elle m'a dit, cette gendarme, que j'avais bien fait d'aller les chercher parce que si je les avais appelés, ils n'auraient pu rien faire. Parce qu'elle m'a dit textuellement, en fait, tant qu'il y a un jugement, nous, on ne peut pas intervenir s'il n'y a pas de sang. Donc, il faut qu'il y ait du sang, en fait, pour que les gendarmes interviennent, apparemment, d'après ses dires. Donc là, comment dirais-je, l'insécurité que peuvent vivre les enfants ou les violences psychologiques, enfin tout ce qui a trait à la psychologie, n'est pas entendu en justice, visiblement. Enfin, en tout cas, là, ça n'a pas du tout été entendu depuis le début, même après, hein, jamais, en fait, ça a été entendu dans toute l'histoire. Euh, donc, j'ai récupéré mes enfants et là, moi qui ne voulais pas de procédure en justice, j'ai essayé au préalable de voir avec leur père un suivi psychologique pour eh bien, déjà faire prendre conscience des effets de son attitude sur les enfants, parce qu'il ne voulait plus y aller, donc c'est pas simplement, comme aurait dit euh, une assistante sociale qui s'est permise de dire oui, c'est pas une fessée ou deux, hein, qui pose un problème, qui a tué quelqu'un. Bon, il ne s'agissait pas d'une fessée ou deux, mais vraiment, les enfants ils étaient terrorisés, ils étaient vraiment extrêmement stressés. Bref, donc je les récupère, et puis là commence la procédure en justice auprès de la juge aux affaires familiales. Et moi, de mon côté, j'avais appelé avant que je ne sois obligé d'entrer dans les procédures judiciaires. J'ai commis une erreur euh, que je considère toujours comme une erreur, c'est d'appeler le 119, hein, parce qu'on nous fait la publicité en disant voilà, il faut appeler, on va vous aider. Sauf que j'ai eu une dame très très bien, hein, au téléphone, hein, qui a compris la problématique et donc qui a envoyé mon dossier au niveau du département, du conseil départemental de Haute-Savoie. Sauf qu'ensuite, ça a été du n'importe quoi, du début jusqu'à ce que je quitte, en fait. Et j'ai vu deux assistantes sociales qui ont rédigé un rapport d'évaluation complètement fallacieux, non seulement rempli d'inepties et de propos non circonstanciés, de mensonges, et on voyait très bien qu'elle prenait parti pour le père, et puis il y a des mots-clés, hein, j'ai vu dès le départ, donc les mots-clés, c'est conflit de loyauté, conflit parental, voilà, donc ça commence avec ça, et rien que ça, ces mots-là peuvent euh, du côté des services sociaux, enclencher une procédure de placement. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que le dossier n'a jamais été creusé, était à peine connu. Apparemment, c'était le moindre de leurs soucis de connaître le dossier, mais en revanche, ils se permettent d'émettre des propos qui n'ont rien à voir avec notre cas de figure, mais qui semblent rentrer dans le cadre
d'un schéma répétitif avec des mots-clés et qui ont pour but de placer les enfants. Voilà, donc je vois ces deux assistantes sociales, elles font un rapport fallacieux, criblé de mensonges et en dehors des fautes d'orthographe d'ailleurs. Et puis là, je rédige une inscription de foi en écriture que je ne remets pas parce que déjà, je commence à ne plus du tout avoir confiance ni en la justice, ni dans les services sociaux. Et contrairement à ce que je voulais, parce qu'en fait, mon souhait, c'était simplement d'avoir un médiateur neutre pour rétablir le dialogue et la paix, et puis faire un travail sur soi au niveau éducatif, hein, du côté du père, faire un travail plutôt éducatif avec l'aide éventuellement d'un psychologue, hein, donc d'une manière intelligente. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Ces deux assistantes sociales se sont empressées de remettre le rapport non terminé d'ailleurs parce elles n'ont pas vu le père avant de le terminer. Elles devaient compléter, finaliser avec une entrevue vue donc avec le père de mes enfants. Bon, apparemment, c'était pas utile. Donc, elles se sont empressées de déposer le dossier auprès de la juge pour enfants. Et donc là a commencé donc, des mesures sur mesure. Donc j'ai tout fait. Hein, la EMO, la MIGE et la JJ pour terminer dans ce tribunal. Effectivement, tu as cité les mots-clés, les fameux mots-clés que l'on retrouve dans pratiquement tous les dossiers: aliénation parentale, conflit parental, conflit de loyauté, pardon, qu'on retrouve souvent. C'est vraiment, on a l'impression que peu importe le département dans lequel les familles se trouvent, en fait, c'est toujours les mêmes procédures, hein. On retrouve les mêmes choses, hein, partout. Et du coup, tu as rédigé un courrier pour reprendre point par point tous les éléments du rapport de l'ASE. Et ça a pesé dans la balance parce que tu les as envoyés à l'époque au ministre délégué chargé de l'enfance, qui était Adrien Taquet. Tu l'as envoyé à la juge, non? Procureur, je ne sais plus à qui tu l'as. Oui, j'ai envoyé au procureur, à la juge pour enfants, donc, et à l'ASE. Donc, parce qu'en fait, on a fini au départ, les mesures ont été confiées à des associations qui sont reliées, qui sont évidemment qui travaillent avec l'ASE, et puis on a fini finalement par être suivi par les gens de l'ASE qui nous ont convoqués, mes enfants et moi, donc la veille de l'anniversaire de mon enfant le plus jeune, apparemment, c'est une pratique qu'ils affectionnent particulièrement, puisque j'ai discuté avec deux ou trois femmes donc, qui, elles, malheureusement, ont une d'entre elles, en tout cas, je pense à elle en particulier, s'est vue placer sa fille. Eh bien, on m'a dit qu'effectivement, c'est une pratique qu'ils aimaient bien, en fait, hein, c'est-à-dire convoquer soit le jour de l'anniversaire d'un des enfants ou la veille. Enfin, il y a une espèce de pression malsaine qui est instaurée sur le parent protecteur et sur les enfants. C'est extrêmement violent. D'ailleurs, mes enfants ont été traités de menteurs, entre autres. Moi, j'ai été traitée de manipulatrice, tout simplement parce que mon fils le plus jeune avait un niveau de vocabulaire qui apparemment n'était pas normal pour la chef de service de l'ASE. Bon, je ne sais pas quels critères elle a ou comment elle jauge le fait qu'un enfant doit avoir un certain niveau de vocabulaire plutôt qu'un autre. Ça reste assez obscur. Mais en tout cas, elle nous a reçus dans le bureau là de l'ASE avec l'éducatrice qu'on a vue 4 fois, qui a osé dire à l'audience parce que j'ai fait appel de la décision, mais ça sert à rien en fait, parce que bon, apparemment ça change rien, ils se tirent pas dans les pattes entre eux, et qui a osé dire qu'elle n'avait jamais vu les enfants. Donc en fait, c'est des gens qui sont capables de mentir éhontément et ouvertement. Et puis il y avait donc un éducateur aussi, le dernier que j'ai vu une fois, qui était lui le seul normal. Donc j'ai eu beaucoup de femmes, et puis là c'était un homme pour une fois, pour changer.
et qui lui avait une attitude tout à fait normale, qui était à l'écoute, etc. Bon, bref. Donc ils nous ont convoqués là, et puis la chef de service commence à poser des questions complètement à côté de la plaque, je trouve, hein. Notamment demande à mes enfants s'ils connaissent la Convention internationale des droits de l'enfant. Bon, bah, alors euh, j'ai repris, mais bon, ce que j'ai pu dire, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, ce qui m'a vraiment stupéfaite, c'est qu'elle commence à dire vos enfants vont très mal. Bon, ben non, ils n'allaient pas enfin, ils n'auraient pas été mal si on les avait pas harcelés de la sorte. Et c'était pas moi qui les harcelais, de toute évidence. Donc, et elle annonce ensuite elle avait demandé une audience auprès de la juge pour enfants pour un placement complet, c'est-à-dire que je n'allais plus voir mes enfants ni jour, ni nuit, ni jamais en fait, hein, et je ne sais pas pendant combien de temps. Et donc forcément, l'un de mes enfants se sont énervés, et là forcément, il n'allait pas bien, oui. Bon bref, on va passer les détails de l'entrevue. Mais après cet entretien, j'ai rédigé effectivement un courrier en reprenant point par point tous les éléments qui avaient été évoqués lors de l'entretien. Parce qu'en fait, je tiens à dire qu'avec ce genre de personnes, c'est extrêmement primordial de garder son sang-froid et de rester factuel. Parce qu'ils jouent sur les émotions, ils vous poussent à bout pour que vous perdiez pied et pour vous mettre en porte-à-faux. Voilà. Donc, c'est vraiment la première stratégie, c'est de rester factuel. Bon, de parler effectivement, mais ça, moi j'ai pris la parole, même si on ne me la donnait pas, parce qu'effectivement, on ne vous laisse pas beaucoup la parole et on vous coupe la parole et on vous empêche de dire ce que vous avez à dire. Bon, eh bien, quand bien même ça ne leur plaisait pas, j'ai dit ce que j'avais à dire. En tout cas, à chaque fois, à chaque audience, j'ai trouvé des points à réfuter dans les différents dossiers. Et donc, je remettais en cause à chaque fois en invoquant justement la charge de la preuve, hein, qui est une base en droit, et le principe du contradictoire, ce qui fait qu'ils m'ont baladé de mesure en mesure, croyant m'avoir à l'usure. Bon, bref, enfin, en tout cas, après cet entretien avec l'ASE, donc les 3 personnes de l'ASE et mes enfants, j'envoie un courrier que j'envoie à l'ASE et donc à Adrien Taquet à l'époque, qui était au ministère, chargé de la famille, au procureur, et je pense que ça a pesé dans la balance, parce qu'avant ça, j'avais envoyé un courrier pour justement alerter sur le fait que, enfin, pour demander une procédure administrative, une enquête administrative, parce que je trouvais simplement que l'argent des contribuables n'était pas utilisé à bon escient, dans la mesure où on dépensait de l'argent pour des gens comme nous qui n'avions pas besoin qu'on dépense de l'argent dans des mesures qui sont par ailleurs inopérantes, puisque au lieu d'arranger le problème, elles l'aggravaient, hein, enfin, parce qu'elles ont aggravé le conflit, elles ont tout aggravé en fait, hein. Et à partir de là, donc nous avons eu l'audience auprès de la juge pour enfants. Et là, elle semblait, cette juge, assez embêtée avec le courrier. Et là, elle nous a quand même avoué, au final, bon, j'ai bien lu votre courrier attentivement et effectivement, il n'y aura pas de placement. Bon, à la bonne heure. Et donc, il n'y a pas eu de placement, effectivement. Entre-temps, on avait déménagé, donc on a échappé à toute cette clique qui se tenait la main, là, des services sociaux, peu importe qu'ils soient de l'ASE ou des associations qui gravitent autour. Le fait qu'on soit parti à 50 km a fortement déplu. Mais on ne risquait rien, parce que déménager à 50 km n'entravait absolument pas les droits de visite du père. Donc ça a déstabilisé aussi, parce que là où on a déménagé, on continuait d'avoir un suivi, on a continué d'avoir un suivi. Donc on a eu 2 AEMO après, mais avec des gens qui ont été professionnels en fait, hein, qui ont fait leur travail correctement. Et on a fini donc sur un non-lieu auprès de la juge pour enfants du lieu où on a déménagé. Donc tout ça pour ça a duré 4 ans.
pour finir sur un non-lieu. Donc en fait, il n'y avait aucune raison d'appliquer des mesures. La justice en est arrivée à la conclusion que les mesures n'étaient absolument pas adaptées à notre cas de figure. Et aussi, moi, de mon côté, je me suis rapproché du père de mes enfants pour lui faire entendre raison et notamment lui dire qu'il fallait qu'il fasse attention parce que en croyant avoir mis de son côté les services sociaux, vu ce que j'ai lu dans les rapports, et je vais citer des exemples de ce que j'avais lu dans les rapports, je lui ai prouvé qu'il était instrumentalisé, qu'il allait au final pas du tout gagner, mais qu'on l'utilisait en fait pour placer nos enfants. Bon, donc si tant est qu'ils soient manipulateurs, les manipulateurs ont horreur d'être manipulés, ce qui fait que ça a peut-être fait pencher aussi la balance dans l'autre sens. Et puis aussi, bon bah voilà, c'est un père qui voulait voir ses enfants aussi. C'est pas un malade. Enfin, je veux dire, là, on n'est pas dans des cas de pédophilie grave avec des réseaux de pédophilie, en fait. Hein. On n'est pas dans ce cas de figure-là, hein, parce que là, on est dans les cas de réseaux de pédophilie, on est dans un autre univers. Hein. En revanche, cette histoire, elle m'a permis de voir, de rentrer dans un milieu dont je ne soupçonnais pas les agissements. Donc, j'ai pu observer leur modus operandi et toute la corruption qu'il peut y avoir au sein de tout l'appareil de justice, que ce soit... Alors, j'ai rencontré aussi des gendarmes qui ont fait très très bien leur travail, j'ai rencontré des éducateurs spécialisés qui ont très bien fait leur travail, j'ai aussi eu affaire à... Après, cette juge qui finalement n'a pas placé, bon, finalement, elle a été déchargée de ses fonctions de juge pour enfants, pour finir. Bon, sûrement qu'elle a eu maille à partir avec d'autres parents, hein, pas qu'avec moi. Donc elle a été remplacée par une autre juge et on a été convoqué par cette nouvelle juge. Et là, l'audience a été complètement différente. Enfin, il y avait plus du tout c'était plus du tout du lynchage parce que jusque-là, c'était purement du lynchage. Là, c'était paisible, en fait, pacifié. C'était une audience tout à fait normale où la juge était à l'écoute. Donc, elle a pour une fois rapporté les vraies paroles, enfin, les discours des enfants et de moi-même, alors qu'avant, c'était du n'importe quoi. Et curieusement, la partie adverse, en fait, le père de mes enfants, son avocate, extrêmement virulente à chaque fois, si bien que mon avocate s'est demandé s'ils n'étaient pas amis, son avocate et lui, bon, passons. Et les services sociaux, donc les représentants de l'association qui suivaient la énième AMEMO, donc là auprès du père seulement, mais pas auprès de mes enfants et moi, puisque nous on avait déménagé, n'étaient pas là. Bon. Alors qu'ils avaient été convoqués, mais ils n'étaient pas là. Alors c'était curieux. Bref, donc dernier jugement au niveau. Puis ensuite, la suite s'est poursuivie dans le cadre de deux AEMO allégés, on va dire entre guillemets, pour terminer sur un non-lieu. Donc a priori, ça ne pouvait pas se terminer rapidement, donc il a fallu quand même un certain temps, mais ça s'est terminé comme ça. Alors on peut analyser le happy end de ton histoire, même si c'est très douloureux toutes ces années, et pour toi et pour tes enfants. On peut analyser l'issue favorable par ton déménagement, d'une part, par aussi le fait que tu as pu, tu n'es pas la seule maman à l'avoir fait, mais à reprendre point par point le rapport de l'ASE pour démonter leurs mensonges, hein, bien sûr. Et autre chose aussi que je ne vois pas souvent, c'est effectivement de t'adresser directement au papa en lui disant mais là, tout ce que tu fais, toutes tes plaintes pour non-représentation d'enfants et regarde dans le rapport de l'ASE, là, tu te fais instrumentaliser et au final, personne ne gagnera, ni toi ni moi. Les enfants seront placés et on sait qu'une fois qu'ils le sont, ils ne sont jamais restitués. C'est du vol d'enfants. Donc c'est vrai que tu as, en déménageant, peut-être tu as pris un risque ou peut-être que tu avais pris un risque calculé en te disant que ça allait s'améliorer en changeant de juridiction.
Oui, j'ai pris un risque calculé, effectivement. Si j'avais déménagé à 200, enfin, je veux dire, à une distance qui aurait entravé les visites, les droits de visite du père, là, oui, effectivement, ça aurait été un problème. En revanche, j'ai déménagé dans une autre juridiction, mais c'était suffisamment près pour pas entraver les droits de visite du père. Bon, ceci dit, la juge aux affaires familiales, qui apparemment est revenu sur la scène à chaque fois pour défendre monsieur, était très en colère de ce déménagement et donc m'a puni en m'obligeant de faire les trajets aller-retour pour emmener les enfants, aller les chercher. Voilà. Mais ceci dit, et puis elle m'a menacé, parce qu'en fait, je continue à protéger mes enfants, en fait, parce que les violences se sont répétées. Et donc, les enfants sont restés chez moi, ils ne voulaient plus aller chez leur père. Mais au lieu d'entendre leur peur, cette même juge aux affaires familiales euh, a proféré des menaces. Et de son côté, le père, hein, à chaque fois que les enfants, évidemment, ne voulaient pas aller chez lui, eh bien, il a porté plainte pour non-représentation d'enfants. Donc la juge aux affaires familiales n'a pas du tout entendu que les enfants avaient peur d'aller chez leur père. Elle s'est mise du côté du père. Et donc, moi, j'étais en correctionnel quand même. Et en fait, j'ai été jugé en correctionnel pour non-représentation d'enfants, quand bien même ça a duré 4 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai discuté avec le père, on a changé de modalité pour les visites, et donc les enfants sont retournés voir leur père. Mais quand bien même, il y a quand même une entrave, il y a la plainte pour violence aggravée sur mineur a été classée sans suite et je ne le savais pas. J'ai demandé à plusieurs reprises où en était l'affaire, mais on m'a pas, c'était le silence radio, et jusqu'au jour où j'apprends, parce que j'ai été convoqué au tribunal, qu'elle avait été classée sans suite. Donc mon avocat a été extrêmement surpris parce que la juge correctionnelle en fait n'écoutait absolument pas ce que mon avocat avait à dire par rapport aux enfants, par rapport au fait que il y avait le contexte psychologique, il y avait des peurs, etc. Elle avait déjà son jugement en tête en fait, hein. Bon, elle voulait appliquer pire, hein. En fait, le but c'est que elle voulait euh, une peine de prison ferme. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui s'est passé. Donc j'ai payé une amende, etc. Mais tout ça pour dire, plaintes pour violence aggravée sur mineur sont classées sans suite, que il y a un parti pris, il y a quand même un parti pris, qu'apparemment j'ai entendu quand même souvent que les maires étaient quand même assez molestés, hein, dans les audiences. Que d'office on les classe dans les cases des mères manipulatrices. Alors malheureusement, ça peut arriver, mais c'est pas toujours le cas. Euh, Ceci dit, si chacun prenait la peine de bien étudier les dossiers de manière sérieuse, eh bien il n'y aurait pas d'amalgame de fait. Voilà. Donc, du coup, je pense que la tactique, c'est de changer de circonscription en fait juridique. Du coup, c'est pas les mêmes services sociaux, mais pas assez loin pour qu'on puisse vous le reprocher, en fait, pour qu'on puisse vraiment vous sanctionner même. Moi, j'ai été un peu sanctionné, mais j'ai gardé mes enfants, en fait, parce que c'est le fait de m'éloigner à 50 km ne justifiait pas du tout de me les enlever, en fait, puisque le droit de visite était conservé, ça c'est une chose. Et puis ensuite, le fait de réfuter comme ça, euh, de faire de l'étude de texte et de réfuter en utilisant un peu la loi sans trop, comment dire, invoquer des textes de loi parce que ça ils aiment pas non plus, mais simplement en réfutant, en restant factuel, bon, ça c'est gênant aussi. Et puis surtout, ce que les services sociaux font, c'est qu'ils mettent dans leur poche un des deux parents. Voilà. Donc ils instrumentalisent un des deux parents, hein, puisque le couple est en conflit. Donc ils instrumentalisent un des deux parents qu'ils mettent dans leur poche, et puis du coup, comme ça, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Mais si les deux parents arrivent à s'entendre au final, même, bon ben voilà,
ils sont pas forcément d'accord sur tout, mais s'ils arrivent quand même l'un des deux à faire comprendre que, effectivement, les services sociaux ne sont pas là pour le bien des enfants, mais au contraire, leur but c'est de les placer, eh bien, voilà. Bon, ça c'est mon cas de figure. Après, tous les parents ne sont pas, enfin, tous les cas de figure sont différents. Ah si, par contre, l'instrumentalisation du père quand il y a une plainte pour violence ou pour inceste, c'est toujours le même cas de figure partout, hein, ça, peu Mhm. importe le département, on s'en rend compte. Mais moi, je veux revenir quand même sur... c'est quand même hallucinant qu'on t'a donné ces 3 mois de prison avec sursis et que tu as dû payer Mhm. cette amende. Que à l'époque, à l'époque, les enfants allaient chez la grand-mère et la mère du père, et là, Mhm. ils étaient brimés parce ils avaient parlé des violences subies par leur père, donc ils étaient Ouais. doublement Pénalisé. Tout à punis. fait. Oui, doublement puni d'avoir dit la vérité, en fait. C'est-à-dire qu'on demande, en fait, il y a des discours comme ça, édulcorés, qui sont colportés en disant ne vous inquiétez pas, appelez ce numéro, nous protégeons les femmes et les enfants contre les violences intrafamiliales, etc. Bon, on s'aperçoit que c'est que du blabla. Parce que les enfants ont le courage de dire, ils ont dit toujours la même chose. Leurs paroles ont été déformées. On est revenu sur les paroles pour faire rectifier. D'ailleurs, ce que les conclusions vraiment très bizarres, très douteuses d'une intervenante, parce qu'on a eu pas plein d'intervenants, hein, on a eu deux expertises psychiatriques. Enfin bon, on a tout, je vais dire, tout écopé. Et donc, on a demandé des explications à une travailleuse sociale qui avait tiré des conclusions, en fait, qui voulait, de manière très obscure, enfin bon, c'était un double langage, mais en gros, on se demandait si elle m'accusait pas de manipulation et de dire que les enfants répétaient ce que je lui avais dit parce qu'ils avaient écrit leurs paroles sur un papier. Bon. Euh, alors que c'est une pratique assez courante de poser les choses sur le papier. Bon, bref. En tout cas, elle est revenue sur ses paroles, elle a rectifié, mais on sent quand même il y a des personnes qui chapeautent tout ça, qui a un modus operandi, qui a qui font des gens qui fonctionnent en réseau. En fait, moi, c'est ça que j'ai perçu. Euh, mais que lorsque on les interroge sur leurs propos, qu'on leur demande de justifier leurs propos et d'étayer et d'apporter des preuves, bah là, ça, c'est gênant. Ça commence à être gênant pour eux. Donc certains reviennent sur leur position. Voilà. Pour conclure, ou presque, du coup, par rapport à après ce non-lieu, j'imagine que tes enfants étant soulagés de ce non-lieu, est-ce que ça a réussi à être apaisé avec les gardes, avec leur père? Est-ce que, j'imagine qu'il a dû avoir un petit suivi psychologique pour que tout s'apaise pour Oui. tes enfants, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, ils vont bien? Oui, oui, bah, tout à fait. Alors, le suivi psychologique, je l'ai fait, je l'ai ouvert, en fait, je l'ai entamé dès les débuts, hein, dès le début, quand j'ai su qu'il y avait eu des violences. Et tout le long, en fait, de toutes ces procédures qui sont vraiment... c'est extrêmement pénible, hein, extrêmement pénible, hein, très, très... Il y a une intrusion en fait, et c'est très violent. Et moi, mes enfants, ils ont appris une chose maintenant, c'est qu'ils font ni confiance à la justice, ni aux services sociaux, hein. En fait, là, c'est voilà, c'est gagné. Si c'est ça le message qu'ils ont voulu transmettre, ben c'est fait. Et comment dire maintenant ça va beaucoup mieux. Il y a eu un travail de fait de notre part, hein, au niveau psychologique, etc. Parce que je veux dire, aussi bien la justice qui nous a obligés, hein, ensuite il y avait une obligation de suivi psychologique, mais bon, enfin, ça aussi, c'est complètement absurde parce que ça n'a aucun sens. On ne peut pas obliger quelqu'un qui n'est pas prêt à faire un suivi psychologique à se faire suivre par un psychologue. C'est complètement contre-productif. Donc, fort heureusement, on a entrepris, nous, un travail de notre propre volonté, hein. On n'a pas eu besoin que la justice nous éclaire sur cette question-là. Et ben, de dialogue en dialogue, voilà, maintenant,
leur père bien voit les enfants. On a dérogé complètement au cadre psychorigide de la justice qui stipule 2 samedis de visite par mois. Maintenant, en fait, on s'organise voilà, comme les enfants aussi le souhaitent, on consulte les enfants et les choses ont progressé. Voyant justement l'attitude enfin, complètement ubuesque de ces personnages, forcément je me suis informée. Alors j'ai vu, bon, j'ai regardé un peu du côté je crois que c'est comment ça s'appelle, le CEDIF. Oui, je connais. Oui, voilà, qui donne des informations quand même très très fournies, et puis de part et d'autre, et puis au fur et à mesure du temps qui est passé, maintenant on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de témoignages. Avant, à mon époque, il n'y avait pas du tout ça, pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais contacté une avocate pour voir si on pouvait monter une association pour aider justement les familles qui subissent ce genre d'abus. Et là, elle s'est rétractée en disant c'est très compliqué, etc. Bon, bref. Mais voilà, c'est quelque chose finalement qui se répète. C'est toujours les mêmes schémas, toujours les mêmes modus operandi, et ils s'en prennent toujours à ce qu'ils jugent, eux, peut-être de parents un peu fragiles, ou voilà, les parents séparés, ou les couples où il n'y a pas où il y a un conflit. Donc ils saisissent, en fait, ils reniflent les failles pour pouvoir s'immiscer dans la brèche et puis exercer leur abus de pouvoir. Donc, à réfléchir pour ceux qui nous écoutent à ne pas appeler le 119. Oui, tout à fait. Rapprochez-vous des associations, alors pas n'importe lesquelles. Tu as cité le CEDIF, qui est un site internet, et puis qui, effectivement, à l'intérieur de ce site, donne des pistes, des pièges pour éviter les pièges que tend l'ASE et la justice. C'est possible d'y arriver. Tu y es arrivé à force comme tu dis, de rester froide et factuelle pour pouvoir te défendre et sans tomber Dans le piège, en fait, des émotions, Oui, parce qu'ils jouent sur voilà. les émotions et ils veulent vous faire perdre votre contrôle pour avoir, après encore, enfin là, pour le coup, des griefs à porter contre vous, en fait. Parce qu'ils en portent en les inventant de toute manière, parce qu'on m'a accusé enfin, que mon fils était déséquilibré au niveau psychologique alors que le psychologue l'avait vu qu'une seule fois de l'association. Bon, que j'étais un danger pour mes enfants. Enfin bref, ça, je veux dire, ils disent ce qu'ils veulent, mais en tout cas, sans preuve. Alors que du coup, ils essaient justement de vous pousser dans vos retranchements, de jouer sur les émotions, de vous blesser en fait d'un point de vue psychologique, de vous harceler. Ils vous épuisent. C'est véritablement un harcèlement en fait. Voilà. Et pour vous faire perdre pied. Mais il faut pas justement perdre pied. Il faut rester la tête froide. Je sais bien, c'est très difficile. Mais c'est important de rester factuel et de garder la maîtrise de soi. Eh bien, ton témoignage est fort intéressant et j'espère que les personnes qui vont t'écouter et qui sont dans cette situation ou qui connaissent des personnes dans leur entourage pourront éventuellement s'en inspirer et pouvoir avoir la même fin heureuse. En tout cas, Oui, merci Virginie. je vous en prie. Merci à vous. Oui, merci pour ton témoignage. Dans les mots-clés qu'ils utilisent, il y a également la phobie scolaire, le surpoids, le sous-poids, entre autres. Oui, Et puis c'est vrai. bien heureux que tes enfants soient maintenant informés de certaines réalités, parce que beaucoup de mamans victimes appellent le 119, vont à la gendarmerie, font confiance en la justice parce qu'on croit tous, quand on n'est pas informé, que tout est juste. Et c'est très très loin d'être le cas. Et puis d'en profiter pour saluer toutes les mamans victimes et papas, voilà, avec qui j'ai échangé ou pas. Voilà. Oui, oui, je les salue aussi. Oui, et je leur souhaite du courage, ce qu'il en faut. Un autre exemple de fin heureuse aussi, c'est Sylvie Effinger qui avait elle-même rédigé les conclusions d'une audience qui statuait sur le renouvellement du placement de son fils Leroy.
et elle a réussi à lever le placement. Donc ça Oui. existe effectivement des fins heureuses. Bah, Après, bravo à elle, hein. il y a Oui. Karen Trapp qui a réussi à récupérer Samuel, Oui, Mm. c'est ça? oui, oui. Euh, Karine Trapp a fait une grève de la faim pendant plusieurs mois devant. plusieurs grèves de la faim. Oui, oui, j'avais suivi, oui, oui, oui. Oui, effectivement, mais le combat est long à chaque fois, hein. Ils sont très rares ceux qui y arrivent quand même, hein. Karine a Mm. récupéré que un de ses deux enfants et c'est quand même assez malheureusement trop rare. Bah oui, c'est rare, et puis d'ailleurs, encore une incohérence. Pourquoi un sur les deux? Enfin bon, il n'y a que des incohérences de toute manière, faut pas chercher la logique dans ces histoires. Mais oui, en tout cas, c'est très éprouvant. Ça laisse des traces après, oui. Bah, en tout cas, merci, merci Colombe, merci donc Virginie pour l'occasion, pour ton témoignage, hein, et puis prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Merci, au revoir.